Il est minuit 30 ici à Paris, 23h30 à Kinshasa. Vous écoutez RFI. Toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. En RDC, le président Kabila dénonce les violences de lundi et mardi. Il appelle à la reprise du dialogue. De son côté, Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, parle d'un régime barbare responsable selon lui de la mort de plus de 100 personnes en 48 heures. Au Gabon, le recomptage des résultats de la présidentielle a commencé à la Cour constitutionnelle. Recomptage sous l'œil d'observateurs étrangers. Nous y reviendrons avec Sébastien Nemet. Le Gabon encore, le porte-parole du gouvernement met en garde l'opposition contre tout débordement. Vous entendrez la réponse du porte-parole de Jean-Ping. Dans l'actualité encore, la reprise des exportations de pétrole dans l'est de la Libye. Pour la première fois en 2 ans, un tanker a pu quitter le port de Ras Lanouf. En RDC, la accalmie à Kinshasa après 2 jours de violence. Selon la police, elles ont fait 32 morts, plus de 100 selon l'UDPS, le parti d'opposition historique congolais. Ce soir, la présidence de la République a diffusé un communiqué au nom du chef de l'État. Le président Kabila se dit profondément touché par les événements de lundi et de mardi. Dans un message lu à la radio et à la télévision nationale, Joseph Kabila présente ses condoléances aux victimes, appelle à nouveau au dialogue, mais il établit également les responsabilités. Sonia Rollet. Selon ce message de la présidence, pour Joseph Kabila, il est clair qu'il y avait un écart entre l'objectif affiché par le rassemblement de l'opposition, qui avait appelé à manifester lundi et mardi, et l'intention réelle des organisateurs. Et cette intention aurait été, je cite, la violence aveugle ou pire, les émeutes sanglantes. Le chef de l'État congolais, je cite encore, promet aux victimes tout son soutien à l'action judiciaire engagée ce mercredi. Référence à l'annonce du procureur de la République de poursuites lancées contre les auteurs de ces violences et leurs complices. Le recours à l'insurrection ne peut constituer une alternative au dialogue en cours, insiste le chef de l'État congolais. À travers ce communiqué de la présidence, Joseph Kabila appelle à nouveau et sans attendre tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre le dialogue national. Je cite, en vue de renforcer le consensus électoral et politique en construction et d'épargner à notre peuple des souffrances injustifiées. Un message également de condoléances aux familles de victimes et en particulier, je cite encore, aux éléments de la police nationale tombés dans l'exercice de leurs fonctions, celle de la sécurisation des personnes et des biens, estime Joseph Kabila, qui appelle au calme et qui appelle également la population à reprendre ses activités. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Mais le président Kabila n'est pas le seul à présenter ses condoléances aux victimes. C'est également le cas de l'UDPS qui annonce de son côté un bilan des violences de plus de 100 morts. Le parti d'Étienne Tshisekedi promet dans un communiqué que, je cite, ce sacrifice patriotique ne sera pas vain. Il appelle la population à rester mobilisée jusqu'au départ de Joseph Kabila. Le vieux leader de l'opposition s'exprimait dans une interview à la radio belge. Étienne Tshisekedi dresse un bilan. Le régime de M. Kabila vient de s'illustrer par une extrême barbarie en tuant en 2 jours plus de 100 de nos compatriotes au cours d'une marche pacifique autorisée par l'autorité urbaine. Le but de la marche organisée ce jour, le 19 septembre, par le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, visait 2 options. Premièrement, protester contre la non-convocation du corps électoral par la CENI. Et deuxièmement, signifier son préavis à M. Kabila qui devait quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Le bilan de ce barbarie se présente comme suit: plus de 100 de nos concitoyens, sans compter les arrêtés et les disparus. Voilà donc Étienne Tshisekedi, le procureur de la République, lui a donné une conférence de presse. Flori Kabange Numbi a promis de sanctionner les auteurs des violences. Les services de l'immigration leur interdiront de quitter le territoire. Libreville 104 FM. Les choses s'accélèrent au Gabon. Le recomptage des résultats de la présidentielle a commencé à la Cour constitutionnelle. On le sait, c'est un moment très attendu alors que la réélection du président Bongo est contestée par l'opposition. Le camp de Jean-Ping exigeait un recomptage des procès-verbaux. Dans le Haut-Ogooué, la province où le chef de l'État a obtenu 95% des suffrages. Sébastien Nemet.
Depuis le début d'après-midi, calculette en main, les 9 juges constitutionnels et plusieurs juges assistants passent en revue les PV des quelques 2800 bureaux de vote du pays. L'opération se fait finalement sous le regard d'observateurs étrangers. Une délégation de 5 juristes de l'Union africaine participe au recomptage. Ils viennent du Tchad, du Niger, du Cap-Vert et du Togo et sont supervisés par un envoyé spécial de la présidence de la commission de l'UA. 3 sont arrivés ce matin, les 2 autres sont attendus dans la soirée. Le recomptage se fait donc sans représentants des candidats, alors que l'opposition avait demandé la création d'une commission paritaire pour suivre la procédure. Chaque camp est partial alors que les observateurs étrangers, eux, sont neutres. Leur mandat dit bien qu'ils sont témoins, objectifs et responsables, confie une source à la Cour constitutionnelle. Les magistrats ont toutefois en main les éléments versés par les 2 camps. L'opposition a notamment transmis 174 PV du Haut-Ogooué, démontrant selon elle la victoire finale de Jean Ping. Le pouvoir lui a déposé des PV de différentes provinces, notamment de l'Estuaire, sur des irrégularités présumées du camp de Jean Ping. Après le recomptage, le juge rapporteur doit présenter demain après-midi en audience publique son rapport final. Les 9 juges se retireront ensuite pour délibérer avant de rendre leur verdict d'ici vendredi. Sébastien Nemeth. Et puis hier soir, le président Bongo a appelé Jean Ping au dialogue. Ce matin, les ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et de la Communication ont donné une conférence de presse et ils mettent en garde Jean Ping ainsi que les responsables de l'opposition contre toute tentative de déstabilisation des institutions après la proclamation des résultats définitifs que la Cour constitutionnelle doit publier d'ici vendredi. Écoutez le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Bilibinze. Le fait d'appeler au dialogue et de, en même temps, mettre en garde, mais parce que, 1, il faut qu'ils sachent ce que nous savons. 2, nous savons où ils sont. Nous savons qui ils sont. Nous savons ce qu'ils font. Nous le savons. Nous n'avons pas aujourd'hui l'intention d'arrêter qui que ce soit. Mais dans le même temps, celui qui sortira de la légalité et qui se mettra en marge de cette légalité en répondra. Ils peuvent s'en défendre, mais alors lorsqu'il promet le chaos, c'est avec quoi qu'il fera le chaos? Avec de l'éponge, avec des pistolets à eau. Et vous aurez observé que, malgré les appels réitérés de la communauté internationale, M. Jean Ping n'a jamais condamné les violences. Ni lui-même, ni ceux qui le soutiennent. Ils ont estimé que le peuple gabonais avait le droit de revendiquer sa victoire. S'il franchit la ligne rouge et qu'il envoie les Gabonais dans la rue, est-ce qu'il y a à nouveau des violences? Il en répondra, personnellement. C'est la loi de l'État qui s'appliquera. Donc il faut que tout ceci soit clair. Et nous attendons de M. Ping plus de responsabilité, qu'il vienne discuter et qu'il condamne les violences. Et on verra pour la suite. Voilà donc pour la mise en garde du porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze. Alors à présent, écoutons la réponse de Jean-Gaspard Tutomaï. Le porte-parole de Jean Ping rejette la proposition de dialogue avec le président Bongo et il répond à l'avertissement du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils préparent qu'on sait en réalité? Est-ce que ce n'est pas qu'ils veulent s'imposer au pouvoir et qu'ils veulent déjà prendre de l'avance en disant, dès le matin de l'annonce des résultats, on mettra des militaires dehors, on sortira la garde républicaine à tous les carrefours. Et comme ça, le premier qui sort, on dégaine. C'est ce qu'ils nous disent là. C'est pas à M. Ping que ça s'adresse, c'est aux Gabonais. Ils disent aux Gabonais, le premier qui met la tête dehors, on dégaine. Pourquoi ne pas accepter de discuter un peu avec le chef de l'État? Est-ce qu'on peut respecter le vote un jour? Est-ce qu'on peut penser un seul instant qu'on peut régler les questions démocratiques autrement que par des arrangements d'arrière-boutique? Les Gabonais ont voté, ils se sont clairement exprimés. Ils entendent que ce vote soit respecté. C'est cela que nous demandons et c'est cela que nous attendons. Un des propos recueillis par Richard Rifono et Karine Franck, les envoyés spéciaux d'RFI à Libreville. En bref, en Mauritanie, les autorités annoncent avoir démantelé une cellule de partisans présumés du groupe État islamique. Ils ont été présentés aujourd'hui à un juge d'instruction et inculpés d'appartenance à une organisation terroriste. Au Nigeria, la guerre des communiqués fait rage. L'armée annonce avoir repris la localité de Malam Fatori aux djihadistes de Boko Haram, une localité située sur les rives du lac Tchad, dans le nord-est, dans l'état de Borno. Selon l'armée, les islamistes se seraient repliés près de la frontière avec le Niger. De son côté, Boko Haram affirme avoir tué plusieurs dizaines de soldats. Ouagadougou 94 FM. Allons au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Compaoré, se dit victime de répression de la part du pouvoir en place. Conséquence, c'est bien le Congrès extraordinaire du CDP qui devait se tenir ce week-end est reporté à une date ultérieure. Le parti qui entendait renouveler son organe dirigeant, mais face aux différentes interpellations d'anciens ministres de Blaise Compaoré et des cadres du parti, il a donc été reporté sine die. Yaya Boudani.
Selon le président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'une des principales causes du report de ce congrès extraordinaire est, je cite, l'acharnement du gouvernement contre le parti à travers un faisceau d'actes politico-judiciaires. Et le CDP donne en exemple l'interpellation d'anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, notamment l'ex-premier ministre et d'autres cadres du parti. Selon les responsables du bureau politique de l'ancien parti au pouvoir, ces arrestations ont pour but de créer un climat d'instabilité, voire de psychose, au sein du parti afin d'empêcher la tenue du congrès dans un climat serein. Achille Tapsoba, le président par intérim et ses camarades dénoncent, et je cite, avec véhémence l'acharnement avec lequel le gouvernement du Mouvement du Peuple pour le Progrès s'en prend à ses militants et les intimide. Par ailleurs, le Congrès pour la démocratie et le progrès, dans leur communiqué, demande au gouvernement d'aller courageusement vers la réconciliation nationale, principale condition d'instauration de la paix, de la justice et de l'unité nationale. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. Au moins 42 morts et 150 personnes rescapées ce mercredi après le naufrage d'un migrant en Méditerranée. Ça s'est passé près des côtes d'Égypte. Parmi les victimes figurent des migrants égyptiens, soudanais et d'autres ressortissants africains, selon la police. En Libye, bonne nouvelle, les exportations de pétrole reprennent dans l'est du pays. Le Sea Delta est en effet le premier tanker à avoir pu quitter le port de Ras Lanouf. Tout cela pour la première fois en 2 ans. Ce terminal pétrolier échappe pourtant au contrôle du gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Mais le chargement a été autorisé par la compagnie pétrolière nationale libyenne. Claire Fage. L'unification libyenne passera-t-elle par le pétrole ? En tout cas, la compagnie pétrolière nationale, la NOC, a donné son feu vert au départ du Sea Delta, un tanker battant pavillon maltais, alors même que le port de Ras Lanouf n'est plus sous le contrôle du gouvernement de Tripoli reconnu par l'ONU, mais entre les mains du général Haftar, maître à Tobrouk. Cette première expédition de pétrole depuis Ras Lanouf en 2 ans, confirmée de sources maritimes, est emblématique du nouveau pragmatisme en cours. Le général Haftar a fait allégeance à la compagnie nationale et la NOC affiche sa priorité, doper les exportations de pétrole. La production libyenne a déjà bondi à 450 000 barils par jour, une hausse de 70% depuis le mois dernier, grâce au redémarrage des champs de Nafoura et de Hamada au sud-est. On est encore loin du 1,5 million de barils jour qu'exportait la Libye avant la chute de Mouammar Kadhafi, mais la NOC espère atteindre 600 000 barils par jour dans un mois, 900 000 barils par jour à la fin de l'année. Le déblocage du croissant pétrolier de l'Est pourrait contribuer à cette montée en régime, mais il ne sera pas suffisant. De gros blocages des pipelines subsistent dans l'ouest libyen. Allons au Niger où la rentrée est fortement perturbée dans les universités publiques. Les enseignants sont en grève depuis lundi, en fait, une grève d'1 semaine. Mais voilà, il n'y a pas que les enseignants qui sont en grève, les étudiants aussi. Ces derniers réclament des arriérés de bourse, mais aussi de meilleures conditions d'études en termes d'infrastructures. Il faut dire que plusieurs chantiers de construction d'amphithéâtres ou de logements restent suspendus depuis longtemps. Raliou Ahmed Assaleh s'est rendu à l'université de Niamey, paralysé par ce mouvement de grève. Reportage. Au campus, ce mardi, pas de cours. Les étudiants déambulent d'un bâtiment à l'autre. Sous les arbres, au loin, un étudiant s'est fait coiffer. À quelques pas de là, un groupe d'étudiants partage une tasse de thé. Ibrahim, étudiant en anglais, défend l'option de la grève. Il y a des enseignants même qui ne connaissent même pas la date des examens. Donc, on programme les examens, les étudiants viennent, l'enseignant n'est pas là. Arji est lui étudiant en chimie. Il profite de la grève pour faire la lessive. La plupart des étudiants nigériens, on est venus du village. C'est avec l'appui des bourses là et des aides sociales qui aident un peu. Idrissa Nomo, secrétaire chargé de la presse à l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Après avoir passé plus de 17 ans sur le banc en train d'étudier, tu viens à l'université où tu vas t'estimer peut-être beaucoup plus heureux que tu vas venir t'accrocher aux fenêtres pour prendre le cours. C'est inadmissible, c'est des conditions inhumaines. On ne peut pas accepter ça. Les cours sont suspendus depuis le 1er septembre du fait de la reconduction des préavis de grève par les étudiants mais par les enseignants aussi. Raliou Ahmed Assaleh, Niamey, RFI. Vous écoutez RFI, il est minuit passé de 44 minutes ici à Paris. Afrique Soir sur RFI. Restez avec nous, dans quelques instants ce sera le zapping, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Vous étiez nombreux à réagir aux événements en République démocratique du Congo. À suivre également au cours du prochain quart d'heure dans Afrique Soir. Les sports, ce sera en compagnie de Cédric de Oliveira, mais avant cela notre invité.
Il n'y a pas d'autre candidat que lui pour prendre la tête de la Banque mondiale. Le mandat du docteur Jim Yong Kim prend fin en 2017 et au 14 septembre, c'était la date limite pour déposer les candidatures. Personne d'autre que lui, l'actuel président, ne s'est manifesté. En août, une association qui représente plus de 15 000 employés de la Banque mondiale avait dénoncé l'opacité et le manque de transparence du mode de nomination du président de la Banque mondiale. Pour Serge Mikhelov, chercheur associé à l'IRIS, la reconduction de Jim Yong Kim était jouée d'avance et il faut changer une procédure qu'il qualifie d'opaque. Il répond à Laura Martel. Serge Mikhelov, bonjour. Bonjour. Vous critiquez la procédure de désignation du président de la Banque mondiale. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler comment se fait cette désignation ? Il y a eu en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, un deal informel qui a été passé entre les Européens et les Américains. Et selon ce deal totalement informel, il n'y a aucun écrit en ce domaine. On réservait la présidence de la Banque mondiale à un Américain et la direction générale du Fonds monétaire international à un Européen. Et ce deal fonctionne toujours, ce qui est quand même aujourd'hui particulièrement difficile à accepter, en particulier pour les grands pays émergents qui sont de plus en plus énervés de voir cette espèce de duopole qui contrôle les deux plus grosses institutions financières mondiales. Vous dénoncez cette procédure comme opaque et anormale. Qu'est-ce qui vous gêne le plus ? C'est que c'est une décision souveraine des autorités politiques américaines qui ne consultent personne, qui ne partent pas d'un appel à candidature dans lequel on verrait apparaître une longue liste et puis ensuite une short list et puis ensuite une procédure transparente permettant de choisir le meilleur candidat possible. C'est pas du tout ça, c'est un Américain qui est choisi par le président des États-Unis et qui est balancé à la tête de cette institution avec, je dirais, des cas très heureux. Ça a été le cas de McNamara dans les années 80, de Wolfenson dans les années 90. Et puis on a eu également Paul Wolfowitz, désigné par le président Bush Jr., qui a été une véritable catastrophe. Il ne faut pas oublier que Wolfowitz a été un des architectes de la guerre d'Irak, dont on subit encore les conséquences. Donc cette procédure est opaque parce qu'elle est discrétionnaire, et puis on n'a pas forcément le meilleur candidat possible, même au niveau des Américains. Alors si on va au-delà de cela, il est bien évident que si on avait un appel d'offres ouvert, on aurait des candidats, en particulier des candidats de pays émergents, qui seraient parfois bien meilleurs, beaucoup plus qualifiés que le candidat américain. Et ça, c'est toujours pas accepté. Alors, c'est accepté du bout des lèvres par les Américains actuellement, puisque sous la pression de la campagne de presse conduite par le groupe des employés de la Banque mondiale, le Trésor américain a effectivement ouvert une procédure d'appel de candidature, mais il a préempté tout de suite l'affaire en disant, de toute façon, le président des États-Unis a déjà décidé de renouveler le mandat du président actuel. Donc il est bien évident que dans ce contexte-là, aucun candidat sérieux ne va se présenter. Donc c'est vraiment une caricature de transparence. Vous soulignez notamment que la Banque mondiale a depuis longtemps dépassé sa vocation initiale de reconstruction de l'Europe et qu'elle se consacre essentiellement maintenant à la lutte contre la pauvreté. Pour vous, donc, s'il y a un réel problème de représentativité des pays les plus concernés par les actions de la Banque ? Il y a un problème de représentativité qui a tellement énervé les autorités chinoises qu'elles ont créé elles-mêmes une banque d'investissement pour les infrastructures, qui est une banque multilatérale également dont ils assurent le contrôle. Donc on voit bien le niveau d'exaspération d'un certain nombre de gros partenaires fait qu'ils créent eux-mêmes leur institution. Bon. Pour vous donner simplement un exemple, en 2011, il y a eu également un affichage d'ouverture et de transparence dans la nomination du président. Donc il y a eu 2 candidatures en dehors de la candidature américaine proposée par le président Obama. Il y a eu la candidature de Mme Ngozi Okonjo-Iweala, qui était la directrice générale de la Banque mondiale, qui avait également été ministre des Finances au Nigeria, et qui, au sein de la Banque mondiale, avait gravi tous les échelons et, par son talent et ses qualités exceptionnelles, était arrivée au poste de numéro 2 de la Banque mondiale. Bon. Il est bien évident que si on avait laissé un panel indépendant choisir, c'est Mme Ngozi Okonjo-Iweala qui aurait été choisie. Eh bien, les Américains ont exercé des pressions très fortes pour que ce soit le candidat américain qui soit retenu, alors qu'il s'agissait d'un brave anthropologue américain qui n'avait aucune connaissance en matière d'économie du développement, ni aucune expérience au niveau du management de très grandes opérations. Et donc ce type de procédé est également dénoncé par les employés de la Banque mondiale.
C'est quand même particulièrement inacceptable pour le personnel de la Banque mondiale, pour une raison très simple, c'est que la Banque mondiale prêche à travers tout le monde des principes de transparence, de bonne gouvernance, de bonne gestion qui impliquent des appels à candidature à chaque fois qu'on doit choisir une personnalité chargée de diriger une institution importante. Et bien évidemment, elle s'empêche de ne pas suivre ses propres principes quand il s'agit de la désignation de son propre président. Donc là, il y a un énervement prodigieux du staff de la Banque mondiale, d'autant que la performance du président actuel a été jugée assez critiquable. Donc on voit bien que non seulement on n'avait pas le meilleur candidat, mais manifestement, même au niveau des Américains, c'est pas un très bon candidat. Pour vous, le fait d'associer à des postes de direction les pays en voie de développement, qui sont les principaux concernés par la lutte contre la pauvreté, est nécessaire pour renforcer l'efficience de la Banque mondiale ? Je crois que la Banque mondiale n'est pas la propriété des Américains. C'est une banque qui travaille pour une centaine de pays en voie de développement. Il serait normal que l'ensemble des pays membres de la Banque mondiale soient susceptibles, lorsqu'il s'agit de renouveler le président, d'envoyer des candidatures. Je ne vois pas pourquoi c'est le président américain, dans toute sa sagesse, qui choisit comme ça le président d'une institution qui travaille pour le monde entier. Enfin, ça me paraît tout à fait archaïque. Monsieur Mikhailov, je vous remercie. Serge Mikhailov, chercheur associé à l'IRIS, répondait aux questions de Laura Martel. Et les sports, c'est en compagnie de Cédric d'Oliveira. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de parler de foot européen, des nouvelles de Samuel Eto'o. Oui, l'international camerounais a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par le club turc d'Antalyaspor, où il évolue depuis 2015. Ses dirigeants n'ont pas apprécié les déclarations du joueur hier sur les réseaux sociaux. Eto'o, il laissait entendre que la direction était raciste. Peut-être que certaines personnes ne me respectent pas car je suis noir, a-t-il déclaré en réponse à des critiques sur ses récentes performances. Inacceptable pour le président du club d'Antalyaspor, Ali Safak Öztürk. Pour lui, personne n'est au-dessus des intérêts du club. Ce nouvel épisode compromet donc l'avenir d'Eto'o en Turquie dans un contexte difficile. Antalyaspor n'a récolté qu'un point en 4 matchs de championnat pour le moment. Et le foot toujours en Europe avec un nouveau leader pour la Ligue 1. Et c'est une petite surprise à l'issue de cette 6e journée. Nice a pris les commandes du championnat après avoir surclassé Monaco 4-0 dans le choc de cette journée, notamment grâce à un doublé de sa recrue star Mario Balotelli, l'Italien d'origine ghanéenne, auteur de 2 doublés en 2 apparitions seulement en Ligue 1. Son coéquipier Younes Belhanda lui a d'ailleurs délivré une passe décisive et l'international marocain est ravi de pouvoir évoluer à ses côtés. Ce soir il met un doublé comme contre Marseille. Donc voilà, c'est un attaquant qui marque des buts et on a besoin d'un attaquant qui marque des buts. Donc il est super. Voilà, j'aime bien les joueurs qui redoublent les passes et qui vont en profondeur. Ce soir, on s'est très bien entendu. On a réussi à redoubler les passes ou le mettre en profondeur. Et lui après, c'est un super finisseur. Voilà, après, quand t'as un talent comme ça et que tu es un buteur, c'est plus facile pour l'équipe aussi. Comme j'ai dit en début de semaine, il y a beaucoup de matchs ce mois-ci, donc il va falloir faire attention et engranger le maximum de points ce mois-ci. L'international marocain Younes Belhanda, prochain rendez-vous pour Nice, ce sera dimanche à Nancy. À noter également le large succès de Lyon face à Montpellier, 5-1. Avec notamment un doublé pour le franco-algérien Nabil Fekir qui revenait de blessure et un but du franco-ivoirien Maxwell Cornet. Quant à l'international ivoirien Giovanni Sio, il a ouvert le score lors de la victoire de Rennes face à Marseille 3-2 dans un match à rebondissement. Victoire d'Angers également face à Caen 2-1 malgré le premier but en professionnel du natif d'Abidjan Yann Karamo pour sa première donc titularisation chez les pros. Succès aussi de Guingamp face à Lorient 1-0 et de Bordeaux à Metz 3-0. Pas de but entre Bastia et Nancy, même chose entre Nantes et Saint-Étienne. Et en Italie, c'est Mohamed Salah qui s'est illustré. Et un but lors de la victoire 4-0 de la Roma face à Crotone. 3e but de l'Égyptien cette saison et la Louve qui s'accroche à la 3e place de Serie A. À noter en Espagne le statu quo. Le Real Madrid conserve la tête malgré son match nul 1-1 face à Villarreal puisque le Barça et l'Atlético n'ont pas réussi à se départager. 1-1 également entre les deux équipes dans le choc de cette 5e journée de Liga. À noter pour les fans du Barça que Lionel Messi a été blessé. Il est blessé à l'adducteur droit. Messi qui sera absent pendant au moins 3 semaines. Et puis on dispute actuellement la Coupe du Monde de futsal en Colombie. Il n'y a
plus qu'une équipe africaine en lice. Il s'agit de l'Égypte qui affrontera l'Italie cette nuit. Ce sera à 1h temps universel. Pour l'instant, 2 pays sont qualifiés pour les quarts de finale. La Russie qui a écrasé le Vietnam 7-0 la nuit dernière et le Paraguay qui a dominé la Colombie au tir au but. Et on termine avec le tennis. Cédric Malik Jaziri a bien débuté le tournoi de Metz en France. Le Tunisien s'est débarrassé du Croate Ivan Dodig en 2 manches, 6-4, 7-6 pour franchir ce premier tour. Rendez-vous ce jeudi pour tenter de disputer les quarts de finale. Malik Jaziri sera opposé au Français Vincent Millot. Un journal des sports signé Cédric d'Oliveira. Merci Cédric. Reste avec nous tout de suite. C'est le zapping sur RFI. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin, vous réagissiez aux émeutes qui secouent Kinshasa depuis le début de la semaine. L'opposition promet de poursuivre ses actions pour obtenir le départ de Joseph Kabila dans 3 mois. Écoutez, c'est l'heure du zapping. Cette situation était prévisible, car la population attend de la part de M. Kabila Joseph et de sa majorité présidentielle cette phrase magique, que M. Kabila Joseph ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle et que cette élection aura lieu dans un futur proche. L'expression de ce peuple qui réclame le respect de la Constitution devrait être rencontrée par le gouvernement de la République, pas une répression comme nous l'avions subi le lundi et hier. Les gens étaient en train de manifester pacifiquement, mais qui ont les armes? Qui ont tué? N'est-ce pas la police? Entre guillemets, parce qu'il y a même des éléments de la garde républicaine. Je peux vous rassurer, M. Rouen, que la population est déterminée et bien ne nous fera reculer. Avant le dialogue qui est en cours, l'UDPS et la majorité présidentielle s'étaient mis d'accord sur les évidences d'un nouveau fichier électoral à confectionner, sur le retard qui ne permettra pas une tenue de l'élection présidentielle dans le délai. C'est au moment du début du dialogue que l'UDPS et Étienne Tshisekedi ont fait volte-face. Donc il y a beaucoup d'irrationalité dans tout ça. C'est la peur des élections à venir qui inscrit l'opposition radicalisée dans notre pays, dont l'UDPS, dans un schéma de guerre civile, de révolte populaire, parce que gagner les élections n'est pas une mince affaire, parce que les partis kabylistes sont beaucoup plus implantés sur l'ensemble du territoire national. Le pouvoir de Kinshasa a pris la résolution de tuer. Les gens étaient menus et c'est l'armée et la police qui ont des armes qui ont tiré sur les manifestants. Ce n'est pas des casseurs. Le pouvoir en place à Kinshasa n'a pas envie d'organiser les élections pour que M. Kabila parte. Lui-même ne dit pas qu'il ne sera pas candidat. Donc il veut s'éterniser au pouvoir illégalement en n'étant pas voté. Et demain, nous parlerons de la crise post-électorale au Gabon. Comment vivez-vous l'attente du verdict de la Cour constitutionnelle? Vos témoignages 33 9 693 693 70. Et on va refermer cette dernière édition d'Afrique Soir en musique. Merci à vous de nous avoir suivis. On va écouter Yael Naïm, Walk. Très bonne fin de soirée à vous tous.